Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer dans quelques instants, mais je vous propose en attendant, si vous le souhaitez, de vous présenter en quelques secondes, vu qu'on n'est pas nombreux pour l'instant. Et après, vous pourrez écrire vos questions ou dans le chat ou les poser, les écrire d'abord dans le chat et après on les posera au moment opportun si vous voulez. Qui c'est qui voudrait commencer par se présenter ? Je commence, moi, Henri Nguyen, je suis expert comptable donc de Panda France Audit. Voilà, donc j'ai un petit cabinet d'expertise comptable. Bonjour. Bonjour. Super. Allez-y. Bonjour à tous, Antoine Cros. Je suis membre d'une société de gestion qui s'appelle Smalt Capital, qui vient d'ouvrir un bureau à Nice et qui est présente sur Marseille depuis une vingtaine d'années, avant sous le nom d'ACG Management. Et donc, on investit aux côtés des dirigeants au capital de PME et donc notamment dans des contextes de transmission. Ok, bonjour. Bonjour. Qui ne s'est pas présenté encore ? Julien ou Julie-Marie, pardon, bien court. Bon, il n'y a pas la caméra. Bon, il ne doit pas nous entendre encore. Eh bien, je propose, si vous le voulez bien, que André Guidelot commence sa présentation sur comment préparer au mieux sa transmission d'entreprise. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main ou à les écrire dans le chat. Et je me ferai un plaisir de couper André pour lui poser les questions. Merci Absolument. beaucoup. Merci. Allez-y. Bon, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue pour cet atelier organisé sympathiquement par l'UPA06 sur la transmission d'entreprise. Bon, effectivement, comme on vous l'a dit, il y a un chat, je pense que vous avez l'habitude de l'utiliser, sur lequel vous pouvez poser vos questions. Je propose d'ailleurs, bon, on est un petit comité, donc a priori, on ne devra pas avoir de soucis technique au niveau du son, mais c'est toujours plus simple en fait si vous coupez tous vos micros. Je crois que vous l'avez déjà fait quasiment. C'est le petit symbole muet que vous avez au niveau du menu de Zoom. Et au besoin, quitte à le réactiver justement, s'il y a des questions particulières. Mais je crois que le mode opératoire qui a été choisi, c'est plutôt que vous posiez vos questions, y compris en live pendant la présentation dans le chat. Je les repérerai pas forcément si je suis dans le fil de ma présentation, mais je compte sur l'animatrice pour m'interrompre et bien sûr, y compris entre deux slides, pour pouvoir répondre aux éventuelles questions ou aux éventuelles remarques. Voilà, je vais le mettre tout de suite sur le côté pour avoir moi aussi le chat quelque part. Parfait, impeccable. Très bien. Alors, comment préparer au mieux sa transmission d'entreprise? C'est le sujet de cet atelier qui est prévu à peu près sur 1h15, 1h30 grand maximum, qui est un sujet d'abord permanent pour les chefs d'entreprise, qui est peut-être un sujet encore plus délicat dans la période actuelle, qui est effectivement une période un peu compliquée de crise, d'incertitude, où tous les chefs d'entreprise sont amenés à gérer au quotidien, avec parfois une visibilité assez courte, le nez dans le guidon. On l'est toujours, les chefs d'entreprise le sont toujours, mais en ce moment encore plus. Pourtant, la transmission d'entreprise, c'est un sujet qu'il faut savoir préparer et anticiper au mieux. Voilà. Alors, quelques mots sur moi pour me présenter. Qui suis-je ? Je m'appelle André Didlot, vous l'avez vu. J'ai un parcours essentiellement dans la banque. Je travaille pour différents établissements bancaires, dans le conseil, dans l'entrepreneuriat, également en création d'entreprises. J'ai surtout aujourd'hui une quinzaine d'années d'expérience en fusion-acquisition, à la fois sur des opérations de grandes entreprises et à la fois sur beaucoup d'opérations d'accompagnement pour des TPE et des PME.
Je vais être assez rapide sur mon parcours et mon profil, simplement pour que vous puissiez situer quels sont effectivement les différents éléments de background. Au total, c'est plusieurs dizaines d'opérations de cession et de reprise de sociétés, TPE et PME, pour des sociétés qui, classiquement, peuvent représenter quelques centaines de cas euros de chiffre d'affaires jusqu'à plus de 10 millions, voire plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires. Et je suis aujourd'hui associé du cabinet Euralia Finance en étant basé à Nice. Euralia Finance, d'un mot, c'est un cabinet spécialisé dans le conseil en cession et acquisition de PME, PMI. Vous voyez sur la petite carte notre répartition. En gros, on est présent à peu près sur tout le territoire national, avec aujourd'hui un peu plus d'une quinzaine de bureaux répartis sur toute la France, y compris sur le littoral méditerranéen. Plus de 900 opérations réalisées depuis notre création en 2000, ce qui nous place en fait depuis même maintenant 4 et même 5 ans, comme étant le leader en France en termes de nombre d'opérations, de cessions, reprises pour les TPE et les PME. Donc, c'est un classement qui est dont on est fier, mais évidemment qui se remet en question chaque année. Mais le maillage territorial qu'on a nous permet d'accompagner vraiment au mieux nos clients. Juste pour donner une illustration de ce que j'appelle le type d'opération d'accompagnement, de reprise et de cession de société que j'accompagne et qu'on accompagne. Je ne vais pas vous donner toutes les références, simplement quelques illustrations. J'ai accompagné, il y a d'ailleurs une opération récente, la cession d'une école privée basée dans la région, une société de sécurité privée. C'est un autre exemple, toujours dans le domaine du service, mais on est dans une région et dans un territoire où les services sont évidemment extrêmement présents. Un bureau d'études naval, là on est plus dans le domaine de l'ingénierie. Des opérations dans le bâtiment également, le second œuvre, avec des sociétés de chauffage, climatisation, plomberie, des sociétés de négoce également, un distributeur d'articles de sport par exemple, et puis ou également dans les services, les nouvelles technologies, je peux citer plusieurs exemples de prestataires de services informatiques ou télécoms. Donc voilà pour le tour d'horizon assez rapide sur qui je suis. Ça a peut-être permis d'ailleurs à quelques-uns de se connecter entre-temps pour qu'on puisse maintenant rentrer dans le vif du sujet de la transmission d'entreprise. Ce que je vous propose au cours de cet atelier, c'est de voir un certain nombre de points. D'une part, le marché de la cession d'entreprise, car la cession d'entreprise est un marché parmi d'autres, un marché un peu particulier parce qu'avec assez peu d'informations publiques, donc parfois difficile à appréhender, et aussi difficile à appréhender parce que les acteurs eux-mêmes, en tout cas du côté de la cession, les chefs d'entreprise sont parfois hésitants à donner l'information. Il y a une règle de confidentialité évidemment essentielle. J'évoquerai aussi l'évolution de ce marché dans le contexte de crise actuelle, puisqu'on est dans une crise sanitaire, économique, sociale. Évidemment, ça modifie les choses. On n'a sans doute pas encore assez de recul pour pouvoir avoir une bonne visibilité de l'impact de cette crise sur les cessions d'entreprise, mais on a quand même déjà quelques éléments que je vous partagerai, en tout cas vu du contexte et avec le panel d'opérations que nous suivons au niveau d'Euralia Finance. J'évoquerai les étapes clés de la préparation à la cession, qui est certainement, et j'y reviendrai, un des points importants et une des clés importantes de réussite d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise. Et puis, bien sûr, on consacrera un moment à la fin de cet atelier à des échanges sous forme de questions-réponses. Mais comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, ce qui permettra effectivement, y compris en rebondissant sur certaines informations ou certains slides, de pouvoir échanger, d'autant qu'on est plutôt sur un petit groupe ce matin. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'avoir des échanges assez directs si vous le souhaitez. Le marché de la cession. Alors, les marchés et les acteurs de la cession, juste pour donner quelques éléments en termes de chiffres, puisqu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur ce sujet du nombre d'opérations à céder, à reprendre, leur évolution. C'est évidemment un enjeu, y compris politique, on le sait bien, démographique, puisque la pyramide démographique, elle concerne aussi les chefs d'entreprise. Et nous, c'est une information qu'on suit et qu'on peut remonter à travers un certain nombre de partenaires, y compris le CRA, qui est un des partenaires, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est spécialisé dans la formation auprès de repreneurs, mais aussi auprès de cédants d'entreprise.
Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres sur la réalité de ce marché, on estime, ce sont des chiffres assez récents, que si on prend l'ensemble des sociétés qui, entre 1 et 250 salariés, qui font l'objet de transmission ou de changement d'une certaine manière, de façon plus générale au niveau de leur actionnariat, on peut les diviser en 4 grands groupes. D'une part, les cessions de filiales entre grands groupes, qui sont une partie des cessions, mais j'allais dire qui ne nous concernent pas vraiment ici, puisque ce sont souvent des opérations intra-groupes ou entre groupes internationaux. Deuxièmement, ça c'est le troisième cube, les disparitions de sociétés. C'est aussi un changement d'actionnaire, mais malheureusement plutôt malheureux. Et puis les deux parties qui nous intéressent particulièrement, c'est d'une part les opérations de changement d'actionnaire interne, qu'il s'agisse de changement d'actionnaire interne lié à une transmission familiale ou qu'il s'agisse d'un changement d'actionnaire interne par la transmission à un ou plusieurs membres du personnel de la société. Et puis enfin, les transmissions externes, c'est-à-dire celles qui consistent à céder l'entreprise à un tiers, une entreprise ou un individuel qui effectivement va reprendre la société. Vous voyez qu'en réalité, les transmissions externes et internes sont à peu près équivalentes, un peu plus nombreuses à l'externe, mais que les transmissions familiales représenteraient 25% de 30% de la totalité des changements d'actionnaires de société. Ce qui veut dire, si vous faites le calcul assez rapidement, en réalité, même pas 10% des changements d'actionnaires sont des transmissions familiales. C'est une caractéristique française qu'on connaît souvent quand on la compare à l'Allemagne, par exemple, qui a évidemment une logique et une culture de transmission familiale beaucoup plus importante. Mais ça illustre en tout cas le fait qu'il y a malheureusement dans les TPE, PME, là on parle de sociétés de moins de 250 salariés, finalement assez peu de sociétés qui vont avoir un destin de transmission familiale. Ce qui veut dire quoi? Que la quasi-totalité vont effectivement devoir trouver un repreneur externe, soit dans le personnel, soit réellement externe. Et si on regarde les chiffres, en regardant cette fois-ci les sociétés, c'est le dernier petit carré que vous avez en bas à droite, entre 5 et 250 salariés, eh bien, il y aurait environ de l'ordre de 6 à 7 000 opérations de cession chaque année vis-à-vis d'un tiers de ces sociétés TPE, PME. En tout cas, quand on exclut les sociétés de 1 à 5 salariés, donc vraiment quand on regarde les sociétés qui excluent les sociétés unipersonnelles. Donc, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est un nombre qui est relativement stable au fil des années. En tout cas, jusqu'en 2019, toutes les dernières années, on était à peu près sur ce volume-là d'opérations de quelques milliers, 6 à 7 000 transmissions de sociétés en France. Donc, voilà planter le décor. Au niveau des volumes, combien on parle? Si on se pose la question maintenant de à qui transmettre, ça fait partie des indicateurs qu'on suit également avec un certain nombre de partenaires. Et c'est la question qui est posée régulièrement à travers un baromètre, en particulier celui qui est suivi par la banque, le BPCE, où on pose la question à des chefs d'entreprise en fonction de l'ancienneté de leur société, à qui ils envisagent de transmettre. Ce que vous avez sous les yeux, c'est leur réponse. Alors, le total, à chaque fois, fait plus de 100, puisqu'il peut y avoir plusieurs options, évidemment, qu'ils envisagent pour transmettre, selon que la cession est envisagée à moins de 10 ans ou selon qu'elle est envisagée, effectivement, sur une période différente. Et vous voyez tout de suite qu'il y a effectivement, en premier et loin devant, ce qu'envisagent les chefs d'entreprise, et c'est naturel, c'est soit de vendre à un concurrent, soit de vendre à une personne physique en dehors de la famille. C'est véritablement les deux options principales. Et nous, dans le concret des opérations que l'on suit et des clients qu'on accompagne, ce sont les deux options qu'on voit et qu'on réalise. Et d'ailleurs, si on fait les statistiques, c'est à peu près ce qui se produit. Il y a à peu près la moitié d'entreprises qui sont reprises par un repreneur individuel, une personne physique qui n'est pas dans la famille. Et puis, la moitié des entreprises qui sont reprises effectivement par une entreprise concurrente, sachant qu'après, il y a évidemment d'autres options possibles, évidemment. Il peut y avoir une reprise par une autre entreprise qui n'est pas un concurrent ou une reprise effectivement par un membre de la famille, mais là, je ne regardais que les reprises qui s'effectuent vis-à-vis d'un tiers. Donc, si vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise ou si vous avez, puisque je crois que dans les participants, il y a effectivement des conseils qui ont eux-mêmes des clients chefs d'entreprise, c'est souvent les deux options qui vont se présenter à eux. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Elles sont à peu près équivalentes en termes de nombre de ce qu'on observe. Et donc, il faut en tout cas se préparer pour l'une comme l'autre des deux options, et d'ailleurs sans forcément privilégier l'une par rapport à l'autre.
Si on regarde cette fois-ci spécifiquement dans les Alpes-Maritimes, on le sait, dans notre territoire, si on regarde par type de secteur d'activité, on sait qu'on a majoritairement des sociétés de services. C'est vraiment ce qui caractérise notre territoire, le service, commerce, qui inclut effectivement le négoce, et puis bien sûr la construction dans une moindre mesure et l'industrie dans une vraiment toute petite mesure. Ce que vous avez là sous les yeux en termes de nombre de sociétés, ce n'est pas la composition totale des entreprises du territoire, mais c'est la composition des entreprises dirigées par des chefs d'entreprise âgés de 55 ans et plus. Donc, dit autrement, du profil de chef d'entreprise qui va effectivement être amené à plus ou moins brève échéance à céder ou à trouver un repreneur pour ces sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 17 000 entreprises azuréennes, ce sont des chiffres qui datent de quelques années et qui avaient été établis dans une étude de la CCI, mais qui sont à peu près toujours d'actualité, eh bien, on regarde on voit qu'en réalité, il y a effectivement un tiers, 17 000, c'est un tiers des 51 000 entreprises de cette même taille qui sont effectivement dirigées par des chefs d'entreprise âgés de 55 ans et plus. Et ce qui est intéressant, en plus d'observer, c'est que cette proportion, c'est-à-dire un tiers des sociétés qui sont dirigées par des dirigeants en âge de bientôt céder la main, eh bien en fait c'est la proportion qui est d'une part en augmentation et d'autre part qui est la plus importante de toute la région sud, de toute la région PACA. Le fait qu'elle soit en augmentation, ça c'est pas une spécificité de notre territoire. On observe de plus en plus effectivement de motivation de vente de sociétés pour des causes de départ en retraite. Il y a une pyramide démographique qui joue, on le sait. Ce qui veut dire qu'au-delà des événements de crise et des tendances de crise comme celles qu'on observe actuellement, il y a effectivement une tendance de fond qui est un vieillissement de la population, des chefs d'entreprise et donc potentiellement un nombre de sociétés à céder croissant et de plus important. Et ça, c'est effectivement une tendance de fond, une tendance de long terme. Mais c'est assez intéressant de constater que dans notre territoire, on a effectivement cette particularité qui est un peu plus accentuée encore que ça ne l'est dans le Var ou que ça ne l'est par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Alors les motifs de cession des cédants, j'en ai parlé à l'instant. Là, c'est quand on regarde quelles sont les motivations des dirigeants d'entreprise qui vont céder. Bon, sans surprise, c'est effectivement la retraite qui est effectivement le départ en retraite, la motivation numéro 1, puisque sur les chiffres 2018, on n'a pas encore eu des chiffres fiables 2019, c'était 68% des chefs d'entreprise qui cédaient leur société pour cause de départ en retraite. Donc, un peu plus des 2/3 en gros. Les autres raisons de cession étant soit la réorientation, changement de projet professionnel, envie d'avoir une dernière partie de vie professionnelle sur un autre projet, une autre activité, ou bien des raisons de santé ou des raisons tout simplement très personnelles, très familiales. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que les chiffres de départ en retraite, je l'ai dit tout à l'heure, sont effectivement en augmentation et que ça, effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas prêt de changer. Alors, quelques éléments maintenant de chiffres, parce qu'on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé du qui, du pourquoi, du comment, mais la cession d'entreprise, c'est aussi des chiffres, c'est aussi des prix, c'est aussi des valorisations. Et c'est évidemment le sujet souvent numéro 1, celui qui va préoccuper le chef d'entreprise. Est-ce que c'est le bon moment ? Pour des raisons, ne serait-ce que de prix, de valorisation, dont je vais pouvoir tirer le produit après la vente de ma société. Je vous l'ai dit, ça c'est des informations qui sont difficiles à suivre. La cession d'entreprise, c'est un marché confidentiel, les données ne sont pas publiées. Néanmoins, il y a des façons de le suivre de façon statistique. Nous, on le suit avec les syndicats professionnels dont fait partie Aurelia Finance, qui consolident sur le plan statistique des informations sur les opérations qui ont lieu, à la fois en volumétrie, mais à la fois aussi en valorisation. Ce ne sont pas des informations qu'on va avoir à titre individuel, mais on va l'avoir de façon statistique. On va l'avoir ensuite par secteur d'activité ou par zone géographique, ce qui va permettre effectivement d'affiner ensuite des indicateurs pour apprécier justement la valeur d'une entreprise. Et on va suivre deux choses depuis plusieurs années. C'est d'une part l'évolution du nombre de transactions, du nombre d'opérations qui sont réalisées, et d'autre part les valorisations de ces opérations. Et là, vous avez sur ce graphe, alors sur des
panel de sociétés de taille plus importante que celle que je mentionnais. On n'est pas sur les TPE, PME, ou en tout cas, on est sur les fourchettes hautes des PME et même jusqu'aux ETI, ce que vous voyez au niveau des valorisations. Mais vous avez sur ce graphe deux courbes. Le graphe et la courbe en bleu, c'est en fait les volumétries, c'est-à-dire le nombre d'opérations, de transactions de sociétés depuis 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas 2018, puisque comme je vous l'ai dit, les chiffres 2019 ne sont pas encore tout à fait consolidés et disponibles. Et en gris, vous avez l'évolution des valeurs, c'est-à-dire des valorisations de sociétés. Une chose intéressante, c'est de voir que globalement, depuis la crise de 2008-2009, on a eu de façon assez continuelle une baisse des volumes d'opérations, et ce jusqu'en 2016. Là où en France, on a eu, après des chocs fiscaux réglementaires en 2012 et 2014 qui se sont succédés, depuis 2014-2015, une relative stabilité, une forte stabilité fiscale et l'absence de changements réglementaires sur la cession d'entreprise. Il y a beaucoup de changements réglementaires en permanence, de tous les formats possibles, mais sur la cession d'entreprise, on en avait eu typiquement un que je mentionne tout de suite, peut-être que vous avez vécu ou vu pour les chefs d'entreprise qui sont ici, c'est ce qu'on a appelé la loi Hamon, c'est-à-dire le droit d'information des salariés préalable à une cession d'entreprise. Il y a eu beaucoup de communication sur le sujet, ça a été assez anxiogène pour les chefs d'entreprise et il y a eu concrètement une année ou deux pendant lesquelles les chefs d'entreprise ne voulaient plus lancer leur projet de cession parce que si tous leurs salariés devaient être au courant de l'opération, ça faisait porter un risque important sur la confidentialité même d'une cession d'entreprise. Bon, aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, c'est relativement encadré, c'est relativement bien connu et donc, et encore une fois, on n'a plus d'évolution notable sur les dernières années 2016, 2017, 2018. Donc, vous le voyez, une augmentation assez régulière du nombre de transactions qui a repris effectivement depuis cette période. Et au niveau des valorisations, si on doit le regarder, eh bien, on voit là aussi depuis cette fois-ci 2012-2013, en tendance, même s'il peut y avoir des périodes et des variations, une augmentation de la valorisation des sociétés. Donc ça, on le voit effectivement en global, mais c'est pas la meilleure façon c'est pas la meilleure façon, en tout cas la plus simple, de l'apprécier. C'est pourquoi l'autre façon d'apprécier ce sujet de la valorisation de société, c'est de regarder cette question-là sous un angle en fait des méthodes de valorisation. Je ne vais pas rentrer ici dans le sujet des méthodes de valorisation de société, il en existe de multiples. Je fais moi-même des conférences entières de plusieurs heures sur le sujet. Donc, il y a autour de parmi ces participants ici des experts comptables et d'autres qui connaissent aussi ces différentes méthodes. Mais parmi toutes les méthodes qu'on regarde, qu'on utilise, parmi les professionnels du chiffre, il y en a une en particulier qu'on aime bien regarder, c'est la variation par les multiples. Et en particulier par les multiples d'un seul intermédiaire de gestion particulier, qui est l'excédent brut d'exploitation, l'EBITDA en anglais, puisque c'est le meilleur indicateur de la capacité de la société à générer du cash, en tout cas appréhendable facilement dans les comptes de la société. Et d'autre part, c'est un indicateur et une méthode de valorisation que les financiers aiment bien, que les fonds d'investissement aiment bien et que les banques elles-mêmes regardent souvent avec intérêt. Et vous avez sur ce graphe l'évolution suivant un indice historique depuis 2004, donc même avant la crise de 2008-2009, l'évolution de ces multiples d'EBE sur les valorisations de sociétés. Alors, je précise sur les valorisations de grandes entreprises, puisque vous voyez que ces multiples ont évolué globalement sur des valeurs de x6 au plus bas sur les années effectivement 2012-2013, jusqu'à des records historiques sur 2019 et même début 2020, puisqu'on avait dépassé les x10 sur ces multiples de valorisation. Alors, je précise tout de suite que, je vais faire tout de suite une précision, ce ne sont pas des chiffres à prendre en tant que tels pour valoriser une TPE ou une PME. On considère qu'il y a toujours une décote importante entre les multiples qui vont s'appliquer à des grandes sociétés, du CAC 40, du SBF 120, et puis les multiples qu'on va effectivement appliquer sur des TPE, des PME. D'ailleurs, une des méthodes de valorisation va consister à utiliser ces multiples sectoriels, mais en appliquant des décotes correspondant à la taille de société. Et en général, quand on regarde effectivement de façon plus précise, et là simplement pour vous donner quelques ordres de grandeur, lorsqu'on passe de ces multiples applicables pour les grandes entreprises et les sociétés cotées
à des multiples applicables pour les TPE et les PME, on va généralement être plus sur des fourchettes de x2 à x5 d'excédent brut d'exploitation ou x3 à x6 le résultat d'exploitation. Encore une fois, c'est une moyenne. On peut être dans certains cas avec des multiples plus élevés en fonction du secteur de la société, en fonction de sa tendance, de sa progression, de la qualité de son fonds de commerce, de sa clientèle, etc., etc. Tous les paramètres qui vont être importants dans la valorisation. Mais une fois que j'ai fait cette précaution, il y a un message important à retenir, c'est qu'on est où on était, parce que là, il va falloir effectivement maintenant préciser les choses par rapport à la période dans laquelle nous sommes, mais on était, et c'était quelque chose de formidable pour les chefs d'entreprise, même si certains n'en avaient pas conscience, mais moi, je fais partie des conseils qui leur faisaient prendre cette prise de conscience, qu'on était sur l'année 2019-2020 sur une période extraordinairement bénéfique en termes du point de vue de la valorisation des sociétés, ce que vous voyez effectivement sur ce graphe, et encore une fois sur des plus hauts historiques qu'on n'avait jamais atteints, même encore une fois avant la crise de 2007-2008. Alors, une fois que j'ai dit ça, sur effectivement cette belle période dont nous sommes sortis, il faut toujours avoir conscience des périodes qui étaient de très belles périodes. En général, on n'en a pas conscience quand on y est, on en a surtout conscience une fois qu'on en est sorti et qu'on est rentré dans une période de crise, ou en tout cas plus difficile. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du contexte actuel qu'on connaît depuis maintenant 8 mois, un petit peu plus, depuis le début de cette crise sanitaire et de cette crise économique qu'on commence à voir poindre de façon très sérieuse et que beaucoup de chefs d'entreprise connaissent déjà de façon sérieuse. D'abord, c'est très difficile d'avoir cette visibilité-là. Pour une raison simple, c'est que sur ce secteur et sur ce marché des opérations de fusion-acquisition, de la cession d'entreprise, on est sur des cycles longs. Une opération en général dure entre 10 et 18 mois. Ce qui veut dire qu'entre le moment où on rentre en contact avec un dirigeant d'entreprise, où il lance son projet, et le moment où l'opération va se conclure, et donc on va savoir de façon effective quelles sont les conditions de la vente, y compris sur le prix de transaction, il va s'écouler effectivement cette période de 10 à 18 mois. Ce qui veut dire que dans les 10 mois qui viennent de s'écouler, d'une façon générale, on a plutôt été dans un contexte en fait, de débouclage d'opérations qui avaient commencé avant le Covid-19. Et donc, qui ont eu tendance, il y a eu peut-être des ajustements, mais globalement à se dérouler ou à se finaliser à peu près dans les conditions qui avaient été prévues initialement. Encore une fois, il y a pu y avoir des ajustements, il y a des opérations qui se sont arrêtées de façon même un petit peu brutale, parce qu'il y avait des cas de force majeure qui ont évidemment été joués par des acquéreurs qui ne voulaient plus finaliser l'opération, qui ne voulaient plus effectivement faire l'acquisition de la société ou investir au capital de la société pour des opérations de levée de fonds. Je ne l'ai pas mentionné, mais bien sûr, toutes les opérations capitalistiques sont concernées et ont été concernées par cette crise. Donc, on n'a pas encore aujourd'hui de visibilité, malheureusement, pour pouvoir donner des chiffres, donner des tendances certaines. Sans doute d'ici 6-8 mois, on aura des choses plus précises sur lesquelles on pourra effectivement dire voilà quel est l'impact réel sur l'année 2020. Bon, néanmoins, il y a quand même quelques petites choses et quelques éléments qu'on commence à voir. D'une part, on commence à voir, et c'est très net maintenant en tendance, une diminution assez sensible du nombre de transactions. D'abord, première raison simple, il y a des opérations qui se sont arrêtées, purement et simplement, parce que soit la société, de par son positionnement sectoriel, de par effectivement son mode de distribution, toutes les sociétés qui avaient par exemple des modes de distribution très localisés ou basés effectivement sur du présentiel physique ont été fortement pénalisés. Certains secteurs d'activité le sont évidemment de façon dramatique, l'événementiel, le tourisme par exemple, et donc des opérations qui étaient présentes dans ce secteur-là ont eu tendance à s'arrêter. Deuxièmement, on a beaucoup d'opérations qui auraient pu commencer et se dérouler de façon rapide qui effectivement ne démarrent pas parce que les dirigeants reportent à plus tard par manque de visibilité. Et puis enfin, on a un allongement effectif du calendrier des opérations, tout simplement parce que bien, les délais sont plus longs, les délais administratifs sont plus longs. Dès qu'on est en période de confinement, et c'est maintenant le deuxième période possible, même si celle-ci est un petit peu plus light du point de vue des professionnels, il y a quand même un ralentissement qui se fait sur le plan de la rédaction des actes, sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est ce que je vous indiquais. On a effectivement
tendance, même si certaines se sont arrêtées, à avoir des transactions engagées qui se finalisent. Je dirais même, et moi c'est ce que j'observe sur les deals qui sont en cours, c'est que plusieurs opérations, même qui étaient engagées et bien engagées depuis le mois de février-mars, ont même eu tendance à s'accélérer. C'est-à-dire que dès qu'on est sorti du confinement au mois de mai-juin, les opérations qui étaient engagées ont même vu, et je l'ai vu sur des acquéreurs, des investisseurs, au contraire, vouloir aller plus vite parce qu'ils voulaient effectivement maintenant finaliser par crainte d'un éventuel nouveau lockdown, des conséquences qu'il pourrait y avoir, et donc voulant rentabiliser l'investissement qu'ils avaient fait sur une opération donnée. J'ai le cas sur plusieurs opérations. J'ai signé la semaine dernière en signature électronique un protocole de vente pour une société de formation, par exemple, et donc on l'a fait de façon très accélérée. Les acquéreurs voulaient effectivement avancer très vite. Et d'autre part, il y a la question sur la valorisation. Alors, à ce stade, on n'observe pas de façon très marquée d'impact sur les valorisations. Mais comme je l'ai dit, c'est un petit peu difficile d'avoir du recul parce que des transactions qui vont se faire de façon plus rapide, par exemple sur les commerces de proximité, sur lesquels les temps de mise en place d'opérations sont plus courts, on voit déjà effectivement des impacts sur des valorisations, et autrement des rachats qui vont se faire avec des valeurs extrêmement décotées. Je le disais, il y a certains secteurs pour lesquels on voit d'ores et déjà un effondrement certain des valorisations, tout ce qui est basé sur l'économie en fait des loisirs ou des loisirs de proximité en B2C vis-à-vis des consommateurs finaux. C'est bien évident tout ce qui fait partie de l'économie de loisirs qui est condamné régulièrement, qui a été fortement pendant le premier confinement, qu'il est encore aujourd'hui. Une bonne partie aussi des commerces de proximité. Et puis, en parallèle de ça, on a un maintien pour de nombreux acteurs, avec même des secteurs qui se portent très bien. C'est le cas de l'agroalimentaire, c'est le cas de la santé, du médical, c'est le cas également du négoce, à partir du moment où ils ont effectivement du négoce B2B et donc une capacité à conserver de bonnes, je dirais, un bon positionnement. Et puis enfin, il y a la question des banques. Et là aussi, c'est un peu délicat. Nous, on n'observe pas à ce stade de gel sur la façon dont les banques traitent les dossiers de financement d'entreprises et sociétés. Ce qu'on constate, on pouvait le craindre, puisque clairement, sur la première crise qu'on avait connue en 2008, c'était une crise, vous vous en souvenez tous, pour ceux qui l'ont vécu, à titre professionnel, qui avait commencé des banques. Donc, ça avait été d'abord une crise de liquidité, qui avait ensuite donné lieu à une crise de financement, et donc ensuite à une crise économique. Tout était parti des banques, et donc les banques avaient bloqué, et donc ça avait effectivement généré à ce moment-là des blocages très forts. Aujourd'hui, on ne voit pas de blocage ou de gel net. D'abord, on ne voit pas d'évolution non plus sur les taux, qui restent très bas et qui, sans doute, ont vocation à rester bas encore longtemps, ce qui reste toujours, je dirais, un point incitatif très fort pour des acquéreurs et des investisseurs. Ce qu'on commence à voir en revanche, c'est beaucoup plus de précautions de la part des banques. C'est-à-dire qu'elles vont regarder les dossiers de façon beaucoup plus précise, elles vont demander des actualisations et des situations intermédiaires beaucoup plus rapprochées, là où elles pouvaient se contenter de bilans annuels qui dataient de 6 mois ou même 8 mois sur des opérations précédentes. Là, moi, je vois effectivement des banques qui demandent concrètement aux acquéreurs à ce qu'on ait des bilans, des situations rectifiées à moins de 3 mois, à moins de 2 ou 3 mois, parce qu'elles veulent effectivement avoir une visibilité beaucoup plus précise sur comment l'entreprise se comporte en période de Covid. Et elles sont évidemment d'autant plus demandeuses de garanties vis-à-vis des acquéreurs, mais je dirais à cette précaution près, pour l'instant, on ne constate pas effectivement d'évolution importante. Voilà pour le tour d'horizon sur le marché, où on en est, l'évolution, en tout cas les chiffres tels qu'on les perçoit et tels qu'au niveau de mon cabinet, de mon activité, je les perçois. Donc, je ne sais pas si à ce stade, certains d'entre vous, sur ces points que je viens d'évoquer, ont des questions, des réactions. Je regardais dans le chat, je ne voyais pas de questions a priori spécifiques. Si vous en avez, n'hésitez pas ou à les mettre dans le chat ou à les poser maintenant. Oui, en rallumant votre micro, n'oubliez pas. Oui, peut-être une petite question. Vous avez évoqué l'impact de la crise sur le financement, les valorisations, etc. Est-ce que vous voyez aussi un impact sur les contrats de cession? Est-ce qu'il y a des clauses spécifiques qui sont apparues, qui sont renforcées par rapport au contexte actuel?
Alors, je dirais pas de clause spécifique en tant que telle, parce qu'en général, les contrats de cession, les protocoles sont suffisamment complets pour prévoir tous les cas de figure. Mais il y a deux choses sur lesquelles, en tout cas tel que je le vois dans les discussions qu'on a avec les avocats sur la rédaction, effectivement, il y a deux types de clauses sur lesquelles il y a plus d'attention qui est en train de se porter. C'est d'une part toutes les clauses en fait qui sont des clauses de conditions suspensives, d'absence, d'apparence, d'événements, d'apparition d'événements particuliers de nature à changer le contexte et la remise en cause effectivement de l'activité. Donc c'est une façon, évidemment, ces clauses existaient déjà, quoi qu'il en soit. Quand on rachète une société, entre le jour où on signe le protocole, l'opération se réalise, il va s'écouler 2, 3, 4, parfois 5 mois. Et donc c'est des clauses assez classiques. En gros, on conditionne le fait que les termes de la négociation vont évidemment être conditionnés au fait qu'il ne se produit rien de particulier. Et là, ce sont des clauses qui portent un petit peu plus d'attention puisqu'on les regarde d'un côté comme de l'autre, acheteur comme vendeur, de façon plus précise, parce que tout le monde a en tête est-ce que ça peut inclure ou pas un nouveau confinement, est-ce que ça peut inclure ou pas la mise sous cloche du secteur d'activité de l'entreprise ou d'un secteur fournisseur ou d'un secteur client. Donc, on va les regarder avec un petit peu plus d'attention. Et puis, la deuxième, et là, on est vraiment plus dans les contrats de cession finaux, les deuxièmes clauses qui font l'objet d'une attention particulière, c'est les clauses de cas de force majeure. Ça, c'est des clauses, là encore, pas nouvelles, qui existent, quoi qu'il en soit, dans les contrats, mais au niveau du premier confinement, une bonne partie des procédures, en fait, judiciaires qui sont parties sur des opérations qui étaient en cours, ont porté justement sur l'exercice de la clause de cas de force majeure. Qu'est-ce qu'un cas de force majeure? En général, ce n'est pas défini dans le contrat, c'est défini dans la jurisprudence. Donc, ça peut être effectivement une attaque terroriste, le renversement d'un gouvernement, une météorite qui tombe sur la ville ou sur le pays, ou bien effectivement une tempête extraordinaire. Mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas en tête une pandémie ou ses conséquences. Et là, dans un certain nombre de cas, c'est cette clause à jouer. Et donc, il y a beaucoup d'attention par les avocats qui sont portés pour préciser justement ce qu'on va entendre comme cas de force majeure, et en particulier au regard de la situation actuelle. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que on continue? On continue alors. Sinon, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Alors, je continue, et puis je continue sur, cette fois-ci en zoomant sur le sujet au cœur même de la thématique de cet atelier, c'est-à-dire la préparation. C'est-à-dire là, on n'est pas dans le moment de la transmission, mais on est dans tout ce qui va précéder effectivement les périodes de la transmission. Ce sujet de la préparation, je vais l'aborder en fait de façon inverse, c'est-à-dire en me demandant sur les opérations qui se réalisent, quels sont les principaux freins, les principales entraves à leur bon fonctionnement. C'est là aussi les questions qui sont posées sur des panels de chefs d'entreprise, d'acquéreurs, de cédants, qui ont vécu une cession, une reprise, qui ont été au cœur, et on leur demande, maintenant que vous avez vécu cette opération, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a été une entrave ou qui aurait pu l'être et que vous avez constaté. Et donc, quand on pose la question à ces panels de cédants et de repreneurs, ils nous donnent un certain nombre de réponses. Et regardez de façon statistique quelles sont les réponses qu'ils donnent. Alors, il y a de multiples réponses. Si vous regardez les 3 premières, sachant que là aussi les pourcentages en cumulé peuvent être supérieurs à 100, puisqu'évidemment, ils donnent éventuellement plusieurs entraves, plusieurs réponses. Bon, en numéro 2, vous avez la fiscalité. C'est vrai, la fiscalité peut toujours être un point de blocage ou une entrave pour le cédant en particulier, plus que pour le repreneur. Pour le repreneur, la fiscalité est assez simple. Pour le cédant, elle peut être éventuellement lourde, puisque ça s'appelle une taxation sur la plus-value de la cession, qui, en fonction de la façon dont elle a été préparée ou pas, peut être plus ou moins lourde et donc handicaper lourdement le sujet. Mais en fait, les deux réponses qui sont d'ailleurs assez proches et qui apparaissent en numéro 1 et en numéro 3, c'est d'une part la mauvaise préparation des cédants, et c'est même ce qui apparaît en numéro 1, et d'autre part l'organisation de l'information des cédants et des acquéreurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'avant même le cash disponible du côté de l'acquéreur, avant même les conditions de financement que va trouver effectivement, avant même la réglementation ou d'autres sujets qu'on pourrait imaginer
les premières entraves structurelles au bon fonctionnement du marché de la transmission d'entreprise, c'est la préparation et l'information. C'est vraiment aussi bien d'ailleurs des acheteurs que des vendeurs. Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand un acquéreur est peu formé ou peu conseillé ou mal effectivement accompagné, mais en règle générale, si ce sont des entreprises, elles font en sorte d'opérer ces opérations en étant habituées, en ayant des bons conseils en interne. Quand ce sont des acquéreurs individuels, le plus souvent, ils se sont formés soit auprès d'organismes consulaires, soit auprès effectivement d'organismes privés. Sur les cédants, c'est parfois plus compliqué parce qu'on voit souvent, et des acquéreurs que je rencontre me décrivent souvent des expériences où ils ont été au contact de cédants, qu'ils ont rencontrés soit par hasard, soit parce que le cédant avait publié une annonce quelque part, mais sans s'être préparé ni sur le sujet de la valorisation, ni le sujet de la façon de préparer sa société, ni même en ayant préparé lui-même sa société, que ce soit sur les décisions stratégiques à prendre ou que ce soit de façon plus mécanique ou technique sur la façon de monter l'opération pour justement éventuellement évacuer le sujet de la fiscalité ou autre. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de pièges qui risquent de faire échouer une opération de cession si effectivement elle n'a pas été préparée. On estime aujourd'hui qu'il y a environ un tiers des fermetures d'entreprises qui sont consécutives à un transfert qui sont liées à un manque de préparation. Et encore une fois, ce qu'on appelle préparation, c'est la préparation immédiate dans les 2-3 mois qui vont précéder le lancement de l'opération, ou ce sont des préparations de plus long terme qui vont effectivement se faire 1 an avant, voire 2 ans avant, et sur lesquelles il est vraiment essentiel. C'est pour ça que je disais en introduction, on est sur une thématique qui est une thématique de longue haleine, puisque les opérations prennent du temps, mais le délai de préparation prend du temps. Et donc, s'il y a, je ne sais pas, autour de cette conférence des chefs d'entreprise, pour qui ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'urgence, ils n'envisagent pas de céder leur société, que ce soit pour des raisons de contexte économique ou que ce soit tout simplement parce que ce n'était pas leur moment, ce n'était pas effectivement leur décision du moment. Même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est toujours le bon moment de se dire je vais quand même prendre dès maintenant des décisions qui vont permettre de faciliter la transmission, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs, dans les 1, 2, 3 ans ou plus. Certains parlent même de 5 ans, ce qui veut dire qu'on peut effectivement anticiper les choses. Et sachant, mais je le disais tout à l'heure, qu'il y a 30% seulement d'entreprises familiales, ça c'est une statistique encore plus long terme qui dure plus de 2 générations. C'est lié aussi aux critères précédents. Et il peut y avoir bien sûr un certain nombre d'autres critères qui, surtout quand la société est de taille plus petite, qui vont rendre encore plus difficile la préparation, la transmission, et qui donc vont nécessiter encore plus d'organiser effectivement cette session en s'y prenant à l'avance, notamment par exemple si une bonne partie de l'entreprise, de son savoir-faire ou du relationnel avec la clientèle repose par exemple sur les épaules uniques du dirigeant. Ça peut être, on le sait, c'est l'intuitu personae, c'est le terme qu'on utilise. Lorsqu'il est trop important, lorsqu'il a un poids trop important dans l'activité de l'entreprise, eh bien, ce peut être une difficulté majeure pour réaliser la transmission d'entreprise. Mais ça aussi, il y a des moyens effectivement de l'organiser, de le préparer. Et ce sont des choses qui nécessitent effectivement de s'y prendre longtemps à l'avance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle de façon plus précise maintenant la préparation ? Ce que vous avez sous les yeux, c'est le schéma un petit peu classique, en tout cas que nous, on utilise pour pouvoir représenter une opération de transmission d'entreprise avec un certain nombre d'étapes. Certaines étapes qui vont être plutôt, je dirais, dans cette partie de phase dite opérationnelle. C'est la méthode des 7 P. Vous voyez, prise de décision, présentation, promotion, panel de repreneurs pour parler, plan financier et protocole. En fait, les opérations véritablement à caractère strictement de réalisation de l'opération, c'est-à-dire juridique, vous voyez, c'est la toute dernière étape. Et il y a effectivement un certain nombre d'autres étapes d'identification, de recherche d'acquéreurs, ça c'est la phase de panel de repreneurs, de pourparler, à partir du moment où vous rentrez en contact avec un repreneur, vous allez avoir ces discussions avec lui, et puis ensuite de négociation, de montage effectivement du plan financier et de financement pour cet acquéreur avant de rentrer dans les phases juridiques de protocole, de contrat de cession, etc.
Je ne vais pas m'apesantir sur ces phases-là, puisque le sujet et la thématique de cet atelier, c'est la préparation. Et qu'est-ce qu'on appelle la préparation? Pour nous, la préparation, c'est effectivement cette phase-là de 3 étapes. D'une part, de prise de décision, c'est-à-dire que le chef d'entreprise ou la famille actionnaire, parce que sur des sociétés, quelle que soit leur taille, on n'a pas toujours un seul dirigeant, ça peut être le dirigeant et son épouse ou son conjoint, ou bien avec ses enfants, ou bien éventuellement avec des tiers, y compris, pourquoi pas, un salarié qui peut être associé au capital minoritaire ou un autre. Et on a l'habitude de considérer cette phase avec trois points importants. Le premier point, c'est la prise de décision, c'est-à-dire avoir rassemblé suffisamment d'informations qui vont être de nature très diverse sur sa situation personnelle, sur sa situation patrimoniale, sur sa situation également au niveau de ses souhaits, de ses projets personnels, qu'est-ce qu'il souhaite faire, et surtout de savoir s'il vendait aujourd'hui, compte tenu de la situation de la société, du montage qu'il a fait ou qu'il envisage de faire, quelles seraient les conséquences pour nous. Bref, que toutes ces informations soient suffisamment éclairées pour pouvoir lui permettre de prendre la décision, oui, d'y aller, et donc de lancer maintenant ou plus tard ce projet de transmission de société. Le deuxième point de cette préparation, c'est ce qu'on appelle la présentation. Et là, effectivement, c'est quelque chose, en tout cas sur lequel nous, Euralia Finance, on va accorder beaucoup d'importance. C'est en fait constituer la documentation qui va être centrée beaucoup autour du dossier de présentation, donc l'information mémorandum, qui va être en fait le dossier qui va présenter la société. Et l'information mémorandum, ce n'est pas juste une synthèse du site internet de la société, s'il y en a un, avec les bilans et les comptes de résultats de la société. Non. Il faut que ce soit beaucoup plus que ça. Il faut que ce soit, d'une part, des informations non publiques sur les salariés, sur la clientèle, sur le secteur d'activité, sur l'historique de l'entreprise, sur les personnes clés, sur les données financières, mais non pas brutes, mais retraitées d'un certain nombre de points. Et donc, tous ces éléments vont constituer l'information qui va être ensuite présentable pour vendre la société à un tiers. Et en général, la façon de présenter la société dans cette optique-là est souvent très différente de la façon de la présenter dans les démarches commerciales qui sont celles habituellement qu'a le dirigeant de la société. Et puis, troisième aspect, c'est ce qu'on appelle la promotion. Alors, c'est surtout pour garder le P, hein, mais en réalité, derrière ce sujet de promotion, il y a le sujet de l'expertise financière, c'est-à-dire de répondre à la question quelle est la fourchette de valorisation de la société. Fourchette haute, fourchette basse. Compte tenu des fondamentaux de l'entreprise, de ses données financières, de ses soldes intermédiaires de gestion, de son EBE notamment, puisque j'évoquais tout à l'heure le sujet de l'EBE, et puis aussi de l'ensemble des méthodes qui vont être utilisées pour finalement aboutir à une fourchette de valorisation raisonnable. Fourchette haute, c'est la fourchette au-delà de laquelle il ne serait pas raisonnable, en tout cas on n'a pas d'argument pour pouvoir présenter et discuter de la valeur de la société. Et fourchette basse, c'est en dessous de laquelle il ne serait pas non plus raisonnable pour le cédant d'envisager de vendre son entreprise. Pourquoi se préparer? Pour un certain nombre de bonnes raisons. D'abord pour anticiper et identifier les difficultés à venir. C'est-à-dire qu'elles peuvent être de multiples sortes, ces difficultés. Ça peut être par exemple, moi j'ai eu le cas là récemment, d'une société de négoce spécialisée dans la grande distribution spécialisée et qui avait en fait 70% de son chiffre d'affaires réalisé avec un client. C'est le cas de figure qui est compliqué parce que, évidemment, vous imaginez, c'est souvent très confortable pour le dirigeant en place, puisqu'il a effectivement, pendant des années, il ne s'est pas posé la question de chercher de nouveaux clients. Il avait un client gros, majeur, bien établi, qui lui apportait tout son chiffre d'affaires. Et puis, le jour où on se présente face à un acquéreur, il vous renvoie sans doute ce que vous aviez, vous, parfois imaginé ou craint, mais toujours laissé de côté, c'est-à-dire de dire, mais oui, mais ça ne repose en fait sur une relation unique. Que se passe-t-il si effectivement il y a des référencements? Que se passe-t-il si du jour au lendemain, il y a un changement de politique, de choix de fournisseur qui fait que vous perdez ce client? En gros, l'entreprise est morte, il faut être clair. Et j'ai eu le cas de figure, y compris pour une société pour laquelle, pour des raisons c'est les politiques en fait de choix de fournisseurs au niveau des grands groupes qui justement limitent la dépendance. Il y a maintenant des règles extrêmement strictes, notamment au niveau de la grande distribution, qui font en sorte de ne pas garder la relation avec un fournisseur si vous représentez plus de X% au niveau de son chiffre d'affaires. Et donc, ils avaient
même acté un protocole de fin de relation. Et donc, on était certain qu'à l'échéance de 3 ans, la société perdait ce client qui représentait 70% de son chiffre d'affaires. Donc, comment on fait pour anticiper ça? Il y a de multiples façons de faire. Il faut chercher de nouveaux canaux de distribution. Il faut en fait être en mesure d'apporter sur un plateau le projet de redéploiement ou de redéveloppement de l'entreprise. Donc, ça peut être une des difficultés. Il peut y avoir d'autres difficultés. Il peut y avoir des difficultés tout simplement humaines, hein, avoir une difficulté avec un salarié, un contentieux en cours, peut-être même un prud'homme. Et donc, ça fait partie des points qu'il faut être capable d'identifier et que la préparation doit permettre d'accentuer. Deuxième objectif de cette préparation, optimiser la valeur de l'entreprise. C'est assez évident, dès lors qu'on corrige les difficultés, dès lors qu'on les anticipe, dès lors qu'on est en mesure de les faire passer derrière nous, eh bien, on va éliminer un certain nombre de points qui contribueraient à réduire la valorisation pour permettre effectivement de se positionner dans la fourchette la plus haute possible de valeur d'entreprise et donc être en mesure de négocier au mieux vis-à-vis des acquéreurs. Et puis enfin, d'optimiser les chances de succès, puisqu'il y a des difficultés qui vont avoir un impact sur la valorisation. Effectivement, on peut considérer qu'on va être, parce que la société, encore une fois, a un attitude personnelle trop fort, ou parce qu'elle a un client numéro 1 qui représente une part trop importante de son chiffre d'affaires, on va considérer que ça va avoir un impact sur la valorisation, mais il y a certaines situations où ce ne sera pas un impact sur la valorisation, ce sera tout simplement un go-no-go. C'est-à-dire que la situation dans laquelle se trouve l'entreprise fait que ça ne va pas se faire tout simplement. Donc, ça fait partie effectivement des choses à identifier. Alors, je fais une petite pause. Est-ce que sur ces sujets de préparation, sur lesquels je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, est-ce qu'il y a d'ores et déjà là aussi des questions ou des réactions? Peut-être des expériences vécues? Non? Ah, je vois une question. Bonjour. Faut-il décoter la valorisation dans ce cas précis? Alors, dans le cas précis que je mentionnais, c'est-à-dire l'exemple de la société qui a un client, oui, oui, clairement. Clairement. Ça veut dire que ça fait partie du métier justement de celui qui intervient sur l'expertise financière, que de savoir par expérience comment doser ce type de critères et comment l'impacter. Mais il n'y a pas de règle absolue, hein, c'est partie du métier que de savoir quelles sont les marges de manœuvre. Mais oui, très clairement, là on va être sur une valorisation de X avec une clientèle qui va être effectivement normalement répartie. En gros, normalement répartie, ça veut dire que les premiers clients vont représenter au maximum 10%, peut-être 10-15% maximum du chiffre d'affaires global. Si la société est dans ce cas de figure très précis, ça veut dire qu'on risque d'avoir un effet effectivement sur la valorisation. Est-ce que ça va être une décote de 10%, de 20%, de 30%? C'est ce qu'il faut regarder dans le détail. Mais effectivement, on aura, oui, de toute façon, un effet important. Et il faut l'intégrer dès le départ parce que sinon, de toute façon, ça veut dire qu'on part avec une vision, une idée qui est inadaptée à la réflexion que vont se faire en face les acquéreurs et qui seront de toute façon beaucoup plus dures et beaucoup plus effectivement difficiles. En fait, moi, ce que j'ai toujours, c'est qu'il faut, bien sûr, imaginer la décote qu'il y a sur la valorisation, mais il faut surtout prévoir la contre-argumentation, c'est-à-dire avoir tout prêt à servir aux acquéreurs et à leurs conseils, en gros, le plan B. Quel est le plan de secours? Comment est-ce qu'effectivement on est capable de contourner ce point? Comment est-ce que le dirigeant en place a déjà même commencé à mettre en place ce qu'il faut? Je vais vous citer un exemple. Là, je prenais l'exemple de cette société de négoce qui avait ce distributeur qui représentait 70% de son chiffre d'affaires. Le dirigeant en place, parce qu'il était d'une certaine génération, etc., n'avait jamais cru à la vente en ligne. Bon. C'était il y a quelques années. Hein. Aujourd'hui, la vente en ligne, on voit bien que beaucoup de sociétés, si elles ne le font pas, c'est tout simplement, elles meurent hein, dans le domaine du commerce ou du négoce. Il ne l'avait pas fait non plus parce que quand vous avez des clients dans la GMS, vendre en même temps en ligne vos propres produits que vous leur distribuez, c'est compliqué. Et donc, la décision qui a été prise, ça a été de dire d'une part, vous allez vous faire conseiller par un professionnel qui est spécialiste justement de la vente en ligne, parce que c'est un métier, on ne s'improvise pas tout d'un coup avec un site de e-commerce et sur la capacité de le faire. Et on va décaler effectivement de quelques mois le lancement de l'opération, le temps que vous ayez mis en place ce qu'il faut et que vous ayez un début de track record de vente en ligne. Ça, c'est une première réponse qui a été apportée. Et très concrètement, c'est ce qu'a fait le dirigeant. Et donc, il a commencé à mettre en place, pas seulement d'ailleurs en propre, il a commencé à mettre en place des accords avec Amazon
en France, en Italie, dans d'autres pays, qui lui permettaient effectivement d'avoir de premières ventes de ses produits. Et à condition de le faire sur des conditions tarifaires qui sont adaptées par rapport aux conditions de prix qu'il propose à sa clientèle GMS, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. À peu près tous les fournisseurs le font. De toute façon, personne n'a un fournisseur unique au niveau de la GMS. Et donc, ça a été un des éléments qui ont permis justement de dire aux acquéreurs, regardez, c'est vrai, il y a effectivement un souci dans la société, mais il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui ne demandent qu'à être développées, qu'à être prolongées. Garantie d'actifs et de passifs. Oui, mais attention parce que la garantie d'actifs et de passifs par rapport toujours au même problème qu'on vient d'évoquer. Oui, parce que la garantie d'actifs et de passifs, dès lors qu'on est sur une vente de parts sociales, d'actions, elle est pas obligatoire, mais elle est de quasi obligatoire. Par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer, malheureusement, la garantie d'actifs passifs ne va pas être une réponse pour l'acquéreur et ne va pas être un plan B suffisant à proposer du côté du cédant. Parce que la garantie d'actifs et de passifs, en fait, ce n'est pas la clause parachute universelle. En fait, la garantie d'actifs et de passifs, au sens littéral, garantit un actif et un passif, au sens du bilan. C'est-à-dire garantit qu'effectivement, votre bilan actif et passif, enfin, celui que va reprendre en tout cas l'acquéreur, est légitime, bien valorisé. Et donc, effectivement, ça couvre d'éventuels événements qui auront lieu et qui impacteraient ce bilan. Si, par exemple, il y a des redressements fiscaux, si, par exemple, il y a effectivement des facturations, en tout cas des créances impayées dans le futur. Mais le fait de perdre un client, ça ne peut pas être couvert par une clause de garantie passive. Donc, malheureusement, ça ne peut pas être une réponse. En tout cas, pas sur cet aspect-là. OK. Alors, je continue. Alors, je ne vais pas vous donner tout, parce que ça prendrait effectivement du temps de voir tout ce qui est nécessaire de faire sur une préparation en termes de diagnostic, en termes d'optimisation. Ce que je vous donne juste à titre illustratif, c'est de dire que voilà, dans cette phase de préparation, sur la partie qualitative en tout cas, on va nous utiliser un certain nombre de grilles, un certain nombre d'outils. Il en existe de multiples. Là, par exemple, celle que je mentionne ici s'appelle le PESTEL. Et donc, c'est une grille en fait, qui va permettre de diagnostiquer les forces de marché de l'entreprise. Dit autrement, on va vraiment diagnostiquer la situation de l'entreprise du point de vue de sa relation avec le monde extérieur. Et donc, vous voyez, le monde extérieur, c'est au sens très large, à la fois la politique, c'est-à-dire la façon dont soit l'écosystème politique peut éventuellement interagir avec la société, la législation, l'environnement, au sens développement durable, etc., l'économie, donc l'évolution du marché, des conditions effectivement économiques, l'évolution du social, aussi bien au niveau de sa législation qu'au niveau de la manière dont la pression peut être effectivement ressentie sur le marché de l'emploi, par exemple, ou de la recherche de talent, si la société est fortement dépendante de la recherche de talent, et puis les technologies et les savoir-faire. Et donc, quand on utilise cette grille, on fait le tour finalement de tout ce qui peut impacter d'une manière ou d'une autre la société, et donc voir ce qui sont à la fois des points de force, à la fois des points de faiblesse, et puis à la fois ce qui peut être des opportunités ou des blocages. Pour donner juste quelques exemples, quand on va balayer à travers cette grille de diagnostic l'aspect technologie, alors technologie est à prendre au sens large en fait, c'est des techniques, on va se demander ce qui fait le savoir-faire de l'entreprise. Est-ce que par exemple le savoir-faire de l'entreprise, il est uniquement dans les connaissances et les compétences du dirigeant, dans sa tête en gros, ou bien est-ce que ce savoir-faire, il est partagé? Est-ce qu'il y a au moins un responsable technique, un dirigeant effectivement salarié de l'entreprise, donc qui a vocation à rester dans la société, ou bien même un savoir-faire diffusé au sein d'équipes qui vont être capables effectivement de porter et de faire perdurer l'activité de la société au-delà de la vente par le dirigeant. On va se demander d'une façon plus générale si la société a un savoir-faire spécifique, différenciant. Le fait que ce soit différenciant, c'est une question que se posent très, très souvent des repreneurs, en particulier des repreneurs individuels. S'il y a une chose qu'ils veulent à tout prix quand ils recherchent une société, quand ils la regardent, c'est se dire, la société que je reprends, elle a effectivement quelque chose qui est différenciant par rapport aux autres compétiteurs, par rapport aux autres sociétés de ce même secteur d'activité, et qui fait que le fait de la reprendre va me donner ce petit plus sur lequel moi ensuite je vais construire,
mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut être capable d'identifier. Alors là, je reste très théorique, mais de façon pragmatique, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple avoir certains produits positionnés d'une façon très particulière, qui vont être sur des niches et être capable justement d'adresser le besoin de certains clients ou de certaines clientèles très particulières. Ou ça peut être tout simplement d'avoir un historique très important avec des références clients très importantes. Ça peut être ça en fait, le savoir-faire différencié. Il y a la question des marques, des brevets, avec aussi la logique de dire s'il y a des marques qui doivent avoir été déposées, protégées. S'il y a des brevets, il faut effectivement s'assurer qu'ils ont été correctement et sur une base géographique suffisamment large déposés, etc. Donc, on va se poser effectivement ces questions-là. On va se poser la question de l'utilisation du CIR, du crédit impôt recherche. Si la question se pose pour la société, est-ce qu'il a été effectivement bien utilisé à bon escient? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de remise en cause de l'utilisation de ce CIR? On va se demander si la société utilise des technologies de rupture ou bien si au contraire, effectivement, elle est sur les technologies communes qu'utilise tout le monde. Voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser. Et puis sur l'aspect de législation, d'environnement, là, on va se demander de quelle certification l'entreprise a besoin, enfin l'entreprise ou le dirigeant. Je vais vous donner un exemple. J'ai réalisé, ça fait partie des exemples que je donnais tout à l'heure, à la vente d'une société dans le domaine de la sécurité dans la région. Dans le domaine de la sécurité, il y a effectivement un encadrement strict au niveau du diplôme que doit effectivement détenir le ou les dirigeants de la société. Dont j'ai oublié le nom, mais vous allez pouvoir trouver ça assez facilement sur Internet. Ce qui veut dire qu'en gros, une des conditions suspensives qui va apparaître à un moment donné dans l'opération, c'est que le dirigeant, s'il ne s'agit pas d'un groupe évidemment qui est déjà dans le secteur, soit en mesure d'obtenir ce diplôme, parce que sinon, il n'aura tout simplement pas le droit, d'un point de vue légal, de diriger la société. Donc ça fait partie, évidemment, des points qu'il faut regarder, parce que soit le diplôme en question est assez facile à obtenir, et dans ce cas, ce ne sera pas compliqué, et au contraire, il faudra construire le discours pour rassurer les repreneurs, leur dire, mais ne vous inquiétez pas, du moment où vous avez un casier judiciaire vierge, qu'effectivement, vous avez fait ce qu'il faut dans votre vie en termes d'expérience, vous n'aurez aucun problème à l'obtenir, et voir construire déjà sur un plateau, ce qui va faire que le repreneur va être rassuré sur le fait que, oui, s'il a vraiment la volonté de le faire, il n'y aura aucun problème. Si à l'inverse, c'est extrêmement bloquant, il faut le savoir très vite, parce que ça veut dire qu'on va s'adresser qu'à une frange de repreneurs extrêmement étroite, et donc il faut être en mesure de l'identifier. Encore une fois, ça peut aussi avoir un effet sur la valorisation. Et puis enfin, il faut, sur cet aspect de législation, envisager quelles sont les évolutions possibles de la législation. Si vous êtes typiquement sur un secteur, alors c'est particulièrement vrai en ce moment, même si en ce moment la législation elle évolue toutes les semaines pour les secteurs d'activité. Certains doivent fermer, d'autres doivent ouvrir, d'autres sont soumis à des contraintes horaires. Il y a maintenant effectivement les législations de protocoles sanitaires qui évoluent en permanence. Donc, je crois que vous posiez la question tout à l'heure, en tout cas je l'évoquais sur les conséquences de la crise actuelle. C'est vrai qu'une des conséquences assez évidentes, c'est que parmi toutes, là pour le coup, toutes les clauses de garantie d'actifs passifs qui vont être examinées, il y a bien sûr le fait que la société respecte bien les protocoles sanitaires qui vont être mis en place. Quelle que soit la considération que vous pouvez avoir sur l'utilité réelle ou l'impact effectif de ces protocoles, dites-vous que le repreneur en face, en fonction de son profil, peut lui être d'une sensibilité extrême à ces sujets-là et va peut-être, si jamais le protocole en question, qui peut être tout simplement l'utilisation de la mise à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'entreprise, au marquage au sol sur effectivement les parcours à emprunter pour éviter que les gens se croisent un maximum, ou bien tout simplement sur le nombre de personnes au mètre carré qui font aussi aujourd'hui partie du protocole sanitaire qui est déjà en place, qui risque certainement d'être encore renforcé. Et donc, il faut que vous soyez très attentifs à ces points-là, parce que si ce n'est pas le cas, ça risque d'être demain, peut-être de façon excessive, mais des conditions qui vont générer des discussions dans le cadre de la mise en place de la garantie d'actifs passifs, pour le coup, qui seront d'ailleurs assez difficiles à évaluer, parce qu'autant le risque sur un prud'homme, on est capable de l'évaluer, surtout aujourd'hui, depuis la mise en place de la loi travail, puisqu'on a des montants maximum d'indemnité, par exemple, autant le risque quantifié sur le non-respect du protocole sanitaire, ça va être très difficile aujourd'hui de dire qu'est-ce que ça représente. On n'a pas encore d'exemple de contrôle qui a eu lieu dans des sociétés avec des amendes ou des contraventions massives ou des conséquences massives qui ont eu lieu. Enfin, en tout cas, peut-être que c'est le cas, mais moi, je n'ai pas l'information. Donc, ça fait partie, à mon avis, des choses sur lesquelles il faut être très attentif si vous voulez, dans le cadre de la préparation, être parfaitement clean
dans une éventuelle session à venir. Et puis enfin, alors là, je vais juste effleurer le sujet parce que vraiment, c'est une thématique qui nous emmènerait très loin. La préparation, je l'ai dit beaucoup, c'est être capable de présenter la société. Donc, préparer, en fait, ce qui va structurer tout ça, c'est le dossier de présentation, l'information mémorandum. Et puis, c'est le sujet de la valorisation d'entreprise. Bon, je l'ai un peu évoqué sur le plan statistique pour donner quelques tendances, quelques évolutions. Très concrètement, quand on va préparer la société, on va effectivement examiner la question de la valeur de la société avec des approches en utilisant différentes méthodes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces méthodes, mais juste pour vous donner un panel en fait, des classifications de méthodes de valorisation de société. On peut regarder ce schéma que j'aime bien, qui est assez intéressant en fait, et qui classe les méthodes de valorisation en gros en trois grandes familles. D'une part, la méthode patrimoniale, c'est la flèche bleue que vous avez ici en diagonale, je ne sais pas si mon curseur se voit, que voilà, les experts comptables et d'autres professionnels du chiffre connaissent bien. Ce qui est intéressant dans la méthode patrimoniale, c'est que la valorisation de la société, on peut la regarder en fait à chaque fois en se posant la question, pour toutes les méthodes, qu'est-ce qu'elle veut dire du point de vue du cédant et qu'est-ce qu'elle veut dire du point de vue de l'acquéreur. Du point de vue des cédants, la méthode patrimoniale, c'est simple, ça revient en gros à se dire qu'est-ce que je pourrais tirer de la valeur de la société en liquidant ses actifs, en les liquidant, y compris en valorisant au bon niveau les actifs qui peuvent éventuellement ne pas l'être à leur vraie valeur au niveau du bilan de l'actif de la société. Mais c'est une méthode qui est intéressante à regarder du point de vue de l'acquéreur, parce que du point de vue de l'acquéreur, cette méthode va revenir à se dire finalement, si je devais demain m'établir, et sous-entendu m'établir pour avoir dès demain une société qui soit identique à celle que je suis en train de regarder, si tant est que ce soit possible, parce qu'on sait bien une société qui a un historique de relationnel, d'ancrage, de visibilité commerciale, clientèle, etc. C'est bien très compliqué, mais si on constate que le raisonnement d'un acquéreur pour constituer, s'établir avec une société qui soit équivalente, soit effectivement calculable avec un tel montant, c'est un autre angle d'approche pour effectivement essayer d'approcher la valeur de la société sur le plan patrimonial. Et par exemple, sur des sociétés de l'Internet, de l'e-commerce, qui ont construit une réputation avec des investissements importants, notamment en communication publicitaire, c'est une des méthodes qui peut être utilisée pour approcher la valorisation de la société ou sur laquelle il est parfois difficile, si on regarde les autres méthodes, de pouvoir l'approcher. Si on regarde la méthode qui est sur l'axe vertical, orange, ce sont les méthodes de rentabilité. Donc là, on est proche des méthodes que je mentionnais tout à l'heure, par exemple, de multiples de BE, d'EBITDA. Là, on est typiquement, c'est un exemple majeur de méthode de rentabilité. Et si on regarde la valeur de l'entreprise de ce point de vue-là, du point de vue du cédant, ça va en fait consister à regarder et à se poser la question de combien rapporte l'entreprise chaque année. Et si on la regarde du côté de l'acquéreur, la méthode de rentabilité va consister à se demander combien est-ce que l'acquéreur va pouvoir rembourser au niveau de son emprunt. Et ça va donc être un indicateur assez intéressant de valorisation d'entreprise parce que la limite en fait aussi d'une capacité d'achat par un acquéreur, c'est le montant de remboursement de l'emprunt de financement que cet acquéreur va pouvoir mobiliser compte tenu d'un apport minimum qui va être effectivement de temps. Et puis enfin, les troisième famille de méthodes, les méthodes dites de comparables, c'est l'axe vert que vous avez sur le côté, où effectivement, si on se place du côté de l'acheteur, ça va consister à se demander pourquoi est-ce qu'il achèterait plus cher que son voisin, et si on se regarde du côté du vendeur, ça consiste à se dire pourquoi est-ce que je vendrais moins cher que mon voisin. Le voisin étant justement, en fait, le voisin, c'est la société comparable ou le panel de sociétés statistiquement comparables qui a fait l'objet d'une opération de cession et sur laquelle, surtout nous, en tant que professionnels, on va se baser en accumulant effectivement des informations, je dirais, à caractère statistique. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail de ces sujets de valorisation d'entreprise parce que, encore une fois, ça nous entraînerait très loin. Mais dites-vous bien que sur la préparation, il faut avoir été capable, si on veut être efficace, d'avoir couvert tous ces sujets qualitatifs, d'abord prise de décision sur l'environnement du dirigeant et des actionnaires patrimoniaux, de projets, etc., de préparation au niveau de leur dossier, et puis enfin de valorisation en utilisant le maximum de méthodes qui vont être liées justement à cette préparation qualitative. J'ai tenu à peu près l'ordre du jour, je pense, au niveau du timing. Donc, je crois qu'il est temps de passer à des questions. Si
si vous en avez certaines, y compris peut-être sur les derniers sujets qu'on vient d'évoquer. Attends. Oui, n'hésitez pas donc à les mettre ou dans le chat ou à les poser directement ici, hein, ceux qui ont un micro. Est-ce que vous avez des questions? Non, d'accord. Peut-être une question, Ouais. s'il vous plaît, je le fais par micro, du coup, c'est plus simple. Allez-y. C'était de savoir, vous avez donné des spécificités sur les Alpes-Maritimes statistiques. Est-ce que vous, dans votre activité, dans les opérations que vous avez regardées, quelles sont les spécificités que vous avez vues sur les opérations de cession dans les Alpes-Maritimes? Dans les Alpes-Maritimes par rapport aux d'autres zones géographiques? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage ou pas des tendances? Non, on ne peut pas dire quelque chose qui se dégage. Honnêtement, la seule chose qui se dégage, c'est lié à la structure même du marché, au secteur d'activité. Comme je l'ai dit à l'origine, on a de fait moins d'opérations de cession dans le secteur de l'industrie parce que de toute façon, on a un secteur de l'industrie qui est moins présent, que ce n'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, dans le Rhône ou même en Île-de-France ou dans beaucoup d'autres zones géographiques. On va avoir en revanche de façon très massive des présences de cession d'entreprises dans le secteur des services, mais qui est là aussi lié tout simplement à la prédominance du secteur des services ou du négoce. Même si ce que je dis sur l'industrie sera tempéré, bien sûr, il y a toujours un peu d'industrie, bien sûr, à Grasse, en parfumerie, il y a bien sûr un secteur industriel qui va être présent à Carros. On a bien sûr quelques poches industrielles, mon propos n'est pas du tout de dire ça, mais quand on regarde statistiquement, c'est vrai que c'est moins présent et donc ça se retrouve dans les typologies de société. Après, les tailles de société sont assez comparables à ce qu'on va avoir dans d'autres zones, dans d'autres territoires, dans d'autres bassins similaires. Et il n'y a pas de spécificité particulière autre. Les conditions de négociation, de mise en place d'opérations sont globalement les mêmes dans les Alpes-Maritimes que ce qu'on va avoir dans les autres territoires. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, pas d'autres questions. Bon, bah, si vous en avez d'autres, vous pouvez trouver les coordonnées d'André Didlot peut-être à la fin de la présentation, André? Oui. Vous les afficher? Alors, oui, je ne sais pas si c'était sur le… Non, ce n'était pas affiché. Non, bon, d'accord. Mais Sinon, vous pouvez nous écrire un mail où on va mettre les coordonnées de André dans le chat. Je vais les mettre dans le chat, voilà. Comme Voilà. ça, c'est plus simple encore. Je vais d'ailleurs les mettre tout de suite. Voilà. Je vais arrêter de partager l'écran. Voilà. Je vais vous mettre tout de suite mes coordonnées dans le chat, ce qui va vous permettre, pour ceux qui auraient d'autres questions, de me les poser. Et puis ça va nous permettre de conclure. Voilà. Voilà, et puis vous pouvez retrouver en replay dès cet après-midi la visio qui vient d'être faite. Donc, je vous remets le lien sur notre site internet. Vous pouvez retrouver tous les replays d'ailleurs de nos différents ateliers, puisque jusqu'à décembre, voire fin décembre, on va tout mettre en visio. On a programmé tout en visio. Sauf si demain tout allait beaucoup mieux et que tout revenait à la norme, on repasserait en présentiel. Mais pour l'instant, on a prévu le présentiel qu'à partir de janvier. On croise les doigts pour qu'on puisse reprendre en janvier le présentiel. Et si vous n'avez plus de questions, je vais vous souhaiter à tous et à tous une très bonne journée. Et puis, à bientôt, en tout cas. N'hésitez pas à regarder le planning des prochains ateliers. Merci en tout cas à André Didlot d'avoir pu nous faire partager cette expérience ce matin. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.